Moi, j'ai toujours dit, on côtoie les riches, les pauvres, les intelligents et les cons, mais c'est sympa. Autour d'un pancake. Bonjour et merci d'être là dans ce podcast Autour d'un pancake. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de partager un moment privilégié avec Yves Terrani, figure incontournable du journalisme en Suisse romande. Avec 38 ans de carrière entre presse écrite et radio, Yves nous emmène dans les coulisses de son métier, entre grandes rencontres, virages médiatiques et choix de cœur. On y parle de liberté de ton, de la métamorphose du journalisme, de son amour pour la radio, et il revient aussi sur des moments forts comme ce fabuleux road trip de l'Alaska à Chicago organisé par le journal Le Temps, pour lequel il travaillait à l'époque à l'occasion du passage à l'an 2000. Un épisode empreint de sincérité, d'expérience et d'inspiration autour d'un pancake bien mérité. Autour d'un pancake. L'interview recouverte de sirop d'érable. Salut Yves. Salut Cindy. Alors, t'as pas commencé tout de suite par le journalisme ? T'es tombé dessus un petit peu plus tard, alors on va venir d'abord sur le début de ta carrière où tu as commencé comme typographe. Voilà, compositeur typographe en 1973, un apprentissage, c'était l'époque du plomb, l'époque bénie du plomb dirais-je, parce que pour moi c'était un joli métier artistique, voilà, ça sentait le plomb, on travaillait avec des choses, de la matière, quelque chose, et puis après, très rapidement ça a changé, peu de temps après la fin de mon apprentissage, on est passé à l'informatique et là ça me plaisait un tout petit peu moins, même si j'ai fait quand même 8 ans après mon apprentissage dans les arts graphiques avant de devenir journaliste. Ah oui, donc Carrément. 8 ans quand même dans ce métier-là. 8 ans en plus, dans ce métier, 12 ans en tout avec l'apprentissage. Et donc comment tu es tombé dans le chaudron du journalisme ? J'aimais bien écrire, j'aimais bien les mots, j'aimais bien la langue française, puis je faisais quelques petits papiers de sport pour l'hebdomadaire local ici à Monté qui s'appelait le Journal du Haut-Lac, et puis j'envoyais de temps en temps des petits papiers de sport aux nouvellistes, tout ça gratuitement, mais ça me permettait gentiment, puis je rêvais quand même de devenir journaliste, mais sans vraiment oser franchir le pas, parce que j'ai pas fait d'études universitaires ou autres, hein. Pour moi j'en suis resté au primaire et au secondaire, et puis j'osais pas franchement franchir le pas jusqu'à ce que le hasard me mette le métier pratiquement dans les mains. Et comment ? Comment ? Eh bien, 24 heures chercher à cette époque-là, mais ça remonte à très vieux, 2 journalistes RP, c'est-à-dire des gens formés, confirmés, ce que je n'étais pas, mais j'ai postulé quand même. Et puis, je ne savais pas très bien ce que c'était. On m'a répondu négativement, mais en me proposant quand même de participer à un concours parce qu'ils allaient engager 2 journalistes stagiaires. C'était année 1984, si mon souvenir est bon. Chercher 2 journalistes stagiaires en proposé de participer au concours pour choisir ces 2 journalistes stagiaires. Il y avait 140 candidats. J'ai participé au concours et à ce moment-là, j'avais pris contact avec Claude Desfagot qui venait d'être le directeur et rédacteur en chef de Radio Chablais qui démarrait, mais lui avait été chef de la rubrique vaudoise de 24 heures, donc je suis allé le voir, il avait fait ses classes avec ma sœur, je le connaissais comme ça, sans plus, mais je suis allé le voir en disant, écoute, c'est quoi les examens quand on ambitionne de devenir stagiaire à 24 heures, et là il m'a proposé de faire quelques tests avec lui. Ce que j'ai fait, et en me disant tout de suite, écoute, si 24 heures t'engage pas, il faudra peut-être qu'on rediscute, parce que nous, à Radio Chablais, on vient de se lancer, mais on va peut-être engager un journaliste stagiaire. Donc voilà, on a fait les tests, je suis allé passer l'examen à 24 heures, ça s'est mal passé, on m'a pas embauché à 24 heures, parce qu'on a embauché plutôt des gens qui étaient déjà des pigistes pour eux, donc qu'ils connaissaient. Et la suite, ça a été... un autre coup du hasard. Ok, donc c'est vraiment Claude Desfagot après qui t'a aidé à démarrer en tant que pigiste. Absolument, Claude Desfagot à qui je dois toute cette carrière, et je crois que je l'en remercie parce que j'ai eu finalement par la suite un long parcours professionnel, 38 ans de journalisme, et c'est grâce à la manière avec laquelle j'ai appris ce métier, les fondamentaux, la curiosité. Pour moi, Claude Desfagot, c'était quelqu'un, on allait boire le café tous les matins ensemble à ce qui était le buffet de la gare à l'époque, et lui pouvait écouter les conversations des 4 tables alentour. Ensuite, il enlevait sous sa tasse à café le petit papier carré, il sortait son stylo, il notait des petites choses dessus, et quand on rentrait au bureau, il disait « T'as entendu
entendu, machin a dit ça, là, ça mériterait qu'on creuse etc. Et ça a attisé ma curiosité, le fait d'être curieux, de chercher les choses, de les traiter. Donc voilà, ça a été... il m'a embauché pour finir comme stagiaire, mais quelques mois plus tard, parce qu'au début, il n'avait pas tout à fait les moyens. Et Claude est quelqu'un à qui je dois effectivement tout, un magnifique apprentissage, mais je suis de loin pas le seul journaliste qu'il a formé, parce que je crois qu'il en a formé des quantités industrielles qui tous ont été appelés après à des carrières assez importantes, pour pas dire imposantes pour certains d'entre eux. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé, l'aventure. Donc le secret du journaliste, c'est de s'installer dans les cafés, d'écouter les conversations. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire tous les deux ici, là. Oui. Quoi, hein. On est dans un café, si Claude était là, il aurait déjà sorti le petit papier sous la tasse à café, noté 15 idées de sujets, et puis on remplissait la journée de la rédaction uniquement grâce à ça. Oui, la curiosité. L'intérêt, et puis aimer les gens, probablement aussi, s'intéresser aux gens, parce que c'est un métier de contact quand même, le journaliste, quelque part, il faut aimer les gens, puis s'y intéresser, ouais. Oui, je lui dois énormément. Et je lui en suis reconnaissant. Est-ce que tu crois que cette méthode de travail, elle fonctionne encore aujourd'hui ? On l'utilise encore ? Non, plus du tout, je pense pas, je sais pas. Moi, j'ai un peu l'impression que l'avènement des réseaux sociaux et puis voilà, les journaux gratuits ont pratiquement mis à mort ce métier. Enfin, je veux pas faire le vieux con qui dit c'était mieux avant, même si je suis persuadé que je suis un vieux con et que c'était mieux avant. Mais je crois que j'ai pas l'impression que c'est encore possible, ou alors dans vraiment très très peu de cas. Malheureusement, ce journalisme-là, il n'existe plus vraiment, quoi. C'est un peu triste. Oui, c'est un peu nostalgique comme manière de parler. Mais voilà. Mais à part ça, il y a la satisfaction, la joie d'avoir vécu peut-être les plus belles années de ce métier. Celui où il y avait de la considération, où on constituait quand même une sorte de pouvoir, où on faisait un peu peur, on inquiétait un petit peu, où quand on mettait le doigt sur quelque chose, on a même été menacé de mort parfois quand on sortait des trucs un peu compliqués. Ah ouais. Mais voilà, c'était... Je sais pas si on menace encore les journalistes de mort aujourd'hui en Suisse, mais... En Suisse, je dis pas si. Mais voilà, mais... Nous, on Ailleurs, l'a été. peut-être. Oui, voilà, on l'a été. Mais pour quelle raison on t'a parce que menacé ? quand on sort un scoop assez important dans la région et que ça touche le domaine écologique alors que les écolos sont super mal vus et que vous avez quelque part pris un petit peu le parti, je vais pas donner l'exemple précis, mais vous avez pris un petit peu le parti, ceux qui ne sont pas écolos vous mettent une lettre anonyme écrite à la main dans votre casier, dans votre boîte aux lettres à la maison. Ah ouais. Voilà. Ça en est resté là, la lettre est passée à la poubelle, j'ai jamais eu peur, donc c'est pas grave. Mais oui, effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé. Ensuite, donc, après ce passage à Radio Chablais, donc radio au départ. Radio au départ, 7 ans en tout, je suis resté à Radio Chablais, 2 ans de stage, 5 ans comme journaliste RP. Et après, t'as migré comme secrétaire de rédaction. Comme secrétaire de rédaction au Nouveau Quotidien. Jacques Pilet venait de lancer le Nouveau Quotidien à Lausanne, qui appartenait à Eddy Press essentiellement, et c'était un quotidien avec les meilleures plumes de Suisse romande, un journal indépendant qui paraissait le dimanche mais pas le lundi, ça faut s'en souvenir, hein. C'était un journal qui ne sortait pas le lundi mais sortait le dimanche. Et je suis entré là comme secrétaire de rédaction de par ma formation typographe et de par ma formation de journaliste. On m'avait choisi moi pour ce poste et je suis entré là-dedans alors que je crois, si ma mémoire est bonne, qu'on était 60 candidats pour ce poste. J'ai eu un peu de chance. On m'a engagé, puis après, j'avais fait de la radio, la presse écrite m'intéressait aussi, l'écriture, puis l'occasion surtout d'apprendre à écrire au milieu de plumes absolument magnifiques. Quand vous faites relire vos articles par Bertil Galland, je peux vous dire que la première fois, vous avez presque envie d'aller vous cacher aux toilettes en pleurant parce que vous vous êtes fait massacrer, etc. Puis au fil du temps, vous apprenez à avoir une écriture un peu léchée, un peu avec des beaux mots, des belles phrases. On cherchait quand même la qualité de l'écriture et voilà, j'ai encore beaucoup appris dans ce quotidien-là. Oui. Donc je suis venu après chef de la rubrique sportive, ce qui a été un autre élan un peu dans ma carrière professionnelle.
Donc en fait, t'es passé qu'est-ce qu'on fait déjà dans un secrétariat de production? Un secrétariat de rédaction, voilà, à l'époque on dessinait les pages, les maquettes des pages, on relisait les textes, on les raccourcissait s'ils étaient trop longs. Puis après ces maquettes dessinées étaient envoyées à la production. Nous on travaillait, la rédaction était au chemin de Montély à Lausanne. La mise en page se faisait dans la tour Edipresse à l'avenue de la Gare à la Rasude à Lausanne. Et nous on dessinait les maquettes, on envoyait les textes et puis les metteurs en page les mettaient en page justement. On était on relisait, on faisait des titres, on dessinait les maquettes, on travaillait avec les journalistes en étant nous-mêmes, mais on changeait des petites choses quand il y avait lieu de changer des petites choses. Il fallait des fois raccourcir un texte de 10 lignes, on le faisait, on nous faisait confiance puisqu'on était censé savoir le faire. Parce qu'au Nouveau Quotidien, on ne touchait pas à la dimension des photos. Je veux dire, la photo, elle devait avoir cette largeur-là, cette hauteur-là. On ne pouvait pas dire, si on regarde un peu la photo, on arrive à gagner 10 lignes. Non, on allait couper 10 lignes. On ne sabrait pas dans la photo. C'était l'élément essentiel des pages. Les photos étaient... Et là, c'était Myriam Grobet, à l'époque, qui était la responsable de la photo. Fallait surtout pas essayer d'imaginer de la lui jouer pas fine. Ouais. Voilà, okay. Mais c'était ça, quoi. Le secrétariat de rédaction. Puis après, on est repassé au journalisme. Je suis repassé au journalisme dans une rubrique. Avec ce poste donc de responsable des sports. Et là, tu as eu ce poste au culot, comme tu m'as dit. Au culot, oui, parce qu'en fait, on m'avait engagé pour le secrétariat de rédaction. Puis d'entrée, j'avais dit, mais je veux pas faire ça toute ma vie. Et puis on m'avait dit, Jacques Pilet m'avait dit, écoutez, Yves, vous faites ça pendant 2 ans, au moins. Et puis ensuite, on en reparle. Et puis après 2 ans, je suis retourné le voir. Il a renégocié en trouvant un prétexte qui était justifié, le changement du système informatique. Donc si vous pouvez continuer encore quelques temps, puis j'ai continué, puis au bout du compte je suis allé le revoir avec en lui mettant un peu plus la pression et puis en lui demandant si j'avais de l'avenir comme journaliste ou si je devais chercher du travail ailleurs. Et puis il a fini par céder et quelques semaines plus tard m'a sorti du secrétariat de rédaction pour me mettre à la rédaction. Okay. Comme journaliste de sport. Et là, alors, une carrière de journaliste s'ouvre à toi. Tu as beaucoup voyagé pour ce poste. Beaucoup, parce qu'on n'était pas nombreux, puis on faisait beaucoup de choses. Et là, quand même, il faut dire que c'était l'époque où les journaux avaient des moyens. Je veux dire, les moyens financiers, on regardait pas trop. Les rédactions étaient énormes. Les journaux avaient un volume quand même assez énorme en termes de pagination. Puis on demandait un budget, on l'obtenait. Alors oui, j'ai pu voyager. J'étais plutôt spécialisé dans les sports mécaniques et le cirque blanc, c'est-à-dire le ski alpin, ce qui m'a valu pendant longtemps de faire Kitzbühel, l'Oberhorn, Val d'Isère, des grands prix de Formule 1 à Monza, à Monaco, des choses comme ça, puis plein d'autres sports aussi. J'ai pu faire 4 fois les championnats du monde de ski à Sierra Nevada, Sestriere en Italie, Vail dans le Colorado aux États-Unis, Southampton, puis les Jeux Olympiques d'Atlanta pour le Nouveau Quotidien en 1996. Avec Jean-François Fournier, qui était alors le chef de la rubrique sportive du Nouveau Quotidien. Et puis, beaucoup voyager dans le monde entier, faire des reportages à gauche, à droite, tout ça sous les couleurs du Nouveau Quotidien. Puis après, il y a eu un nouveau changement. Oui, encore une autre virée. Une autre virée, puisque le Nouveau Quotidien, à ce moment-là, c'était en 98, a fusionné avec le Journal de Genève pour donner naissance au Temps. Et là, on m'a demandé si j'étais d'accord de continuer à être journaliste de sport au Temps, mais sans être cette fois-ci responsable de la rubrique sportive. Ça ne me dérangeait pas le moins du monde, parce que moi, ce que j'aimais, c'était le terrain. Oui. De sauter dans la voiture, de partir, à Sölden pour une course de ski en Autriche, de faire 1000 km en voiture à l'aller et pratiquement 1000 au retour parfois. Oui. C'était, on passait beaucoup de temps sur la route. Donc j'ai dit oui parce que ça me plaisait. Puis là, on retombait de nouveau sur un quotidien avec Eric Huxley comme rédacteur en chef. Et où il y avait aussi toujours ces belles plumes, où il y avait quand même de la qualité, où on insistait là-dessus, où vous aviez quand même... on n'oserait plus le dire ça aujourd'hui. On vous laissait 3 jours pour écrire un papier de 5000 signes. Maintenant, si vous l'avez pas fait dans les 10 minutes qui viennent, vous pouvez prendre la porte, parce que, à mon avis, ça doit plus exister. Ce luxe
de faire des téléphones, d'enquêter, de regarder, d'aller voir les gens, puis d'écrire, relire, écrire, refaire, relire. Moi, ça m'arrivait très souvent à ce moment-là, que ce soit au Nouveau Quotidien ou au Temps, de faire relire mes papiers par quelqu'un qui n'était pas du tout dans la même rubrique que moi, d'aller faire relire un papier de sport sur le dopage par quelqu'un qui travaille à la rubrique culturelle, et qui voit des choses que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans le truc et vous connaissez le truc, mais lui ne comprend pas forcément bien, ou elle ne comprend pas forcément bien quelque chose parce qu'elle n'est pas dans le même domaine de compétences que vous. Vous apprenez de nouveau à vulgariser un peu plus, à vous dire tiens, ouais, c'est vrai, je me suis pas posé cette question là, alors je vais refaire un téléphone, changer des choses, changer une phrase, remettre dans un autre ordre, dans un autre contexte, et tout ça, puis vous continuez à apprendre. Et là, voilà, j'ai continué encore pendant 4 ans, en faisant tous les jours les trajets Monté-Genève pour aller à la rédaction. La plupart du temps en train, je crois que j'ai jamais lu autant de livres de ma vie qu'avec tous les trajets que j'ai fait en train. J'ai continué comme ça jusqu'au changement suivant, puisqu'on est là pour parler des changements. Il y en a encore eu d'autres. Avant de changer, par contre, j'aimerais bien revenir sur un moment clé quand même que tu as vécu quand tu étais au Temps. C'était un voyage en Alaska de 3 semaines, si je ne me trompe pas. Non, alors c'était pas tout à fait l'Alaska pendant 3 semaines. C'était en 2020. La rédaction du Temps et la rédaction en chef se sont dit on passe à l'an 2000. Pardon, j'ai dit 2020. Oui, 2020. Je me disais non, 2020. C'est trop récent, ça. Voilà. Non, en l'an 2000. On s'est dit comment on marque le passage à l'an 2000. Et là, l'idée y est venue, je me souviens plus comment, mais de dire, et si on faisait le tour du monde pendant une année, les journalistes du Temps vont faire le tour du monde. Et donc, on a demandé à ce moment-là à Étienne Dubuis, qui était à la rubrique étrangère, de dessiner le tour du monde du Temps. On va aller à l'aventure et on va avoir des journalistes, pas la même équipe, mais qui vont faire le tour du monde du 1er janvier au 31 décembre. Et la rédaction en chef, Étienne Dubuis a dessiné le parcours, 17 étapes, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et puis ensuite, chaque journaliste du Temps a dû postuler, s'il avait envie de participer à cette aventure, a dû postuler pour faire partie de l'une de ces 17 équipes de 3 journalistes, chaque équipe étant appelée pendant 3 semaines à faire une étape. De ce tour du monde. Et donc, moi j'ai postulé, j'ai écrit ma lettre de motivation, pourquoi je voulais faire avec cette condition, on ne pouvait pas choisir ses coéquipiers, on ne pouvait pas choisir l'étape à laquelle on voulait participer, on pouvait quand même mentionner quelle serait notre étape préférée. Et donc, j'ai postulé, on m'a retenu, et j'ai eu la chance de participer à la 9e étape, qui nous a conduit avec mes camarades Thierry Jobin et David Moginier à aller d'Anchorage en Alaska jusqu'à Chicago. Ah oui. Voilà. Alors, il faut l'écrire peut-être rapidement. Enfin, j'ai jamais su être rapide. Mais, là, on a le temps. Je vais essayer de le faire. Donc, on avait un budget qui était, je crois, d'une 20aine de milliers de francs pour 3 semaines, avec lequel on devait se débrouiller. Pour se déplacer, pour se nourrir, pour se loger sur place. Ouais. Le billet d'avion pour aller jusqu'au départ de notre étape et le billet d'avion depuis la fin de notre étape pour revenir à Genève était pris en charge par des sponsors. C'est une opération qui avait coûté quand même, si mon souvenir est bon, plusieurs centaines de milliers de francs, pris en charge par des gros sponsors à l'époque. Et donc, à l'intérieur on était appelé à se déplacer par nos propres moyens. On n'avait pas le droit de prendre l'avion à l'intérieur de l'étape. Il fallait vraiment qu'on soit au contact des gens. Mais chacun a pu faire comme il voulait. Et nous, avec David et Thierry, on a loué un camping-car qu'on a pris en charge à Anchorage, en Alaska, et on a voyagé à bord de ce grand camping-car de 9 mètres de long. Ah oui. En plus, on n'était que 2 à avoir le permis de conduire, parce que le 3e ne l'avait pas. Donc on est parti à l'aventure. Et l'idée était que on sorte une page par jour de reportage
on les avait pas prédéfinis à l'avance. L'idée, c'était vraiment que chacun aille au contact de la population dans les régions qu'on traversait, puis qu'on restitue tout ça. Il y avait quelques passages obligés, on devait avoir au moins un sujet, je crois que c'était par semaine avec un enfant, ou une recette de cuisine locale, régionale, par là où on était passé. Et le reste, c'était totalement libre. Et donc, on devait... il faut peut-être préciser que parce que les moyens techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, le téléphone portable, voilà, on était en 2000. Ouais. Donc voilà, nous on travaillait avec des ordinateurs, on allait dans des cafés internet pour envoyer nos textes et les photos qu'on prenait. Et puis la première équipe était partie avec une semaine d'avance, de manière à pouvoir envoyer son premier article pour le faire paraître le 2 janvier. Ouais. Puis ensuite, il y a toujours eu ce décalage. Donc, on avait une semaine d'avance par rapport au moment où notre première page allait paraître. Donc, ça nous a laissé le temps d'aller découvrir. Et là, comme tu le dis, Cindy, on se pose à Anchorage, en Alaska. On ne sait pas que faire. Et on va à l'aérodrome civil, il y a un aéroport civil, il y a un aéroport militaire hyper stratégique en Alaska, de l'US Air Force, et puis il y a un troisième aérodrome qui est un aérodrome avec les petits avions, avec les bush pilots, les mecs qui vous emmènent survoler le bush, qui se posent sur une piste, vous n'osez même pas imaginer que c'est faisable, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs, parce que voilà. Puis on est allé voir ces bush pilots en se disant, tiens, si on faisait un reportage sur ces gars-là, toujours si mon souvenir est bon, puis ce type-là nous a parlé d'un vétéran du Vietnam qui était retranché dans une forêt d'Alaska où pour lui, il voyait toujours pratiquement les rouges en face, l'ennemi russe, il n'était pas franchement passé à autre chose, et ce bush pilot nous a proposé de nous emmener à la rencontre de ce type, avec son avion, tout ça gratuitement, quoi. Il a payé le carburant. Alors là, on est allé à 2 aussi, parce que le troisième avait peur de l'avion. Ok, c'est celui qui savait pas conduire aussi. Je me souviens plus. Je me souviens pas si c'était le même, d'ailleurs. Et le gars nous a fait voler un peu sur le bush et s'est posé dans une clairière de fourrurier. Il devait y avoir quoi. Les arbres devaient être à 2 mètres à gauche de l'aile gauche et ceux de droite à 2 mètres à droite. Quand il a commencé à plonger, je me suis dit, c'est pas vrai, on est mort. On va jamais pouvoir se poser dans cette clairière. Ils ont tellement l'habitude, il l'a fait. Puis on a fait cette interview, il nous a amené en Anchorage, et puis après, on est allé de découverte en découverte sur ce trajet entre Anchorage en Alaska et Chicago, où on a visité l'école de la police montée à Regina au Canada, où on a vu les reines du rodéo de Stampede, qui était le plus gros rodéo américain. On a fait des tas de choses, quoi. C'est incroyable. C'est génial. Et on a resté tout ça. Donc il y avait 17 étapes. Moi, je le dis de mémoire, pour la première équipe, c'était de Genève à Saint-Pétersbourg, en passant par le Grand Nord, c'est-à-dire la Norvège par là en haut, descendre sur Saint-Pétersbourg. La deuxième étape, c'était je me rappelle plus, de Saint-Pétersbourg à Téhéran, Lahore, Katmandou, et ainsi on a fait le tour du monde, la dernière équipe ayant fait le dernier bout d'Afrique pour revenir à Genève. Il y a une équipe qui a traversé l'Australie. Nous, quand on a rendu le flambeau après la 9e étape à Chicago, l'équipe suivante faisait Chicago-Mexico. Ah oui, toute la traversée. Mexico. Après, les équipes suivantes descendaient l'Amérique du Sud. Ensuite, il y avait le relais. C'était une aventure incroyable dont il est resté un livre, finalement, un grand livre, où on a restitué toutes ces pages avec un article en moins par page, parce que la mise en page du livre ne permettait pas de tout mettre. Mais il y a ce grand livre qu'on a encore en souvenir. C'est un super souvenir, ça. C'était une aventure. Mais je dis, c'était à l'époque où ce journalisme-là, moi j'ai un peu l'impression que il n'existe plus aujourd'hui. Ouais. On peut le dire avec regret quand même. Aussi au niveau des moyens. Aussi, voilà. On donne plus autant de moyens. Il n'y a plus les moyens, mais après, tous ces journaux ont fini par disparaître aussi parce qu'ils coûtaient trop cher et puis ils n'étaient plus rentables. Mais on est loin de tout ça aujourd'hui, en effet. Mais tu peux garder tout ça dans la tête, c'est super. Qui aurait pu penser qu'en faisant un stage de journaliste à Radio Chablais, ça m'emmène ensuite
Voilà, le Nouveau Quotidien, 2 fois autant. J'ai aussi eu la chance, comme journaliste sportif, de faire les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Oui. Donc, j'osais même pas rêver de ça. Moi, je me voyais parfaitement faire une stagiaire de journaliste à Radio Chablais. J'aurais pu passer toute ma vie à Radio Chablais, pourquoi pas. Puis après, l'enchaînement de circonstances, le hasard, les planètes alignées, être au bon endroit au bon moment font que... Avoir la bonne épouse aussi qui s'occupe de la famille. Qui s'occupait de toute l'éducation, Dina, si tu nous entends, qui s'occupait de toute l'éducation de nos 3 enfants, parce qu'il y a eu ça aussi. J'étais un père très absent, parce que c'était l'époque où ils étaient petits et le début de l'adolescence. Donc c'était très compliqué, mais elle gérait ça magnifiquement bien. Et puis elle a largement contribué puisqu'elle était maman au foyer, elle a largement contribué à faire tourner la boutique quand j'étais pas là. Ouais. Et puis après ça, donc tu es revenu dans le Chablais. Je suis revenu dans le Chablais, ouais, parce que il y avait plusieurs choses. Il y avait les trajets tous les jours quand même si je les faisais en train, comme j'ai dit. Il y avait le fait que dans un quotidien intellectuel, il faut toujours se battre pour avoir de la place pour le sport. Et puis, c'est pas toujours facile. Chaque matin, il faut vendre ses articles. Et puis, on était dans le même cahier que la politique suisse. Donc, c'est toujours difficile de disputer des pages à la politique suisse. Il y avait de temps en temps des petits coups bas qu'on se faisait parmi. On essayait de savonner la planche du collègue chef de la rubrique adverse pour lui piquer une demi-page ou une page. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait qu'on bossait beaucoup, on n'était pas nombreux, on travaillait beaucoup le week-end aussi. Et puis en additionnant tout ça, j'ai eu envie de faire autre chose et là il y a une opportunité qui s'est fait jour au Nouvelliste. Voilà. Donc là, tu es revenu en terre chablaisienne pour gérer une partie du Nouvelliste et d'un quotidien chablaisien. Alors, le Nouvelliste cherchait un chef pour le bureau du Chablais et qui soit à la fois chef de ce bureau du Chablais pour les pages chablaisiennes du Nouvelliste. Il y avait pas mal de pages à cette époque-là, il y avait pas mal de pages. Là aussi, il y avait des moyens. Le Nouvelliste faisait 4 cahiers et puis c'était, je pense, on peut le dire, plus de 40 pages par jour. On est à 24, parfois maintenant 28. Aujourd'hui, peut-être, je sais pas, je regarde pas forcément tout, je compte pas les pages tous les jours, mais ça doit pas être tellement ça. Et puis, il y avait le Chablais Magazine, qui était un hebdomadaire, qui appartenait aussi au groupe Rhône Média, Nouvelliste. Donc, la personne qu'on cherchait, c'était celui qui ferait l'office de chef du bureau du Chablais du Nouvelliste et de rédacteur en chef. Voilà. Et j'ai postulé. François Daillère, qui était rédacteur en chef du Nouvelliste, m'a reçu en se demandant si j'étais pas fou à quelque part de quitter un quotidien, on peut dire du niveau du temps pour venir au Nouvelliste. Il me l'avait dit en ces termes d'ailleurs. Il m'avait dit à quelque part, vous êtes un peu les barons du sport traité de cette manière-là. Il me voyait aussi, il m'a dit mais qu'est-ce que vous venez foutre chez nous? En gros, je me souviens très bien de ça, quoi. Puis j'ai dit, et pour moi, j'ai commencé comme ça, la locale, la régionale. Pour moi, il n'y a pas de journalisme plus ou moins valorisant qu'un autre. C'est du journalisme et puis mon truc c'est d'être proche des gens, d'être dans le terrain, de faire des choses comme ça. Puis il m'a dit si vous êtes assez fou pour avoir cette envie-là, venez, c'est ce que j'ai fait, quoi. Pendant 3 ans et demi, j'ai dirigé ce bureau du Chablais avec une équipe qui a compté, si mon souvenir est bon, jusqu'à 8 journalistes. On travaillait avec 2 photographes qui n'étaient pas à temps complet, mais qui faisaient beaucoup parce qu'on avait beaucoup de place, on avait beaucoup de pages à remplir. Les pages Chablais du Nouvelliste, il y en avait souvent 2 consacrées exclusivement au Chablais, chaque jour. Mais au minimum 1, maintenant je crois qu'on est assez loin de ça avec le Nouvelliste. Et puis il y avait le Chablais Magazine qui faisait en tout cas 20 pages et qu'il fallait remplir aussi. C'est toute la même équipe qui faisait ça et c'était très, très plaisant, une équipe plutôt des jeunes et tout, donc voilà. Mais comme pour tout, il y a un moment où on a l'impression qu'on a un peu fait le tour du truc, qu'on a envie d'autre chose. Je venais de faire 13 ans de presse écrite. Le micro me manquait un peu, puis hop, zou Cindy. Voilà. On passe à l'étape suivante. Retour aux premiers amours. Mais cette fois-ci du côté de Lausanne, donc tu auras fait aussi gentiment toute la côte. Moi je fais tous les allers-retours. J'ai couvert un bout. Oui, bon, j'étais lémano-centré, on va dire. Parce que, oui, quand même. Le Valais, puis j'ai pas dépassé Genève et Lausanne. Oui, parce que la RTS cherchait un correspondant en Valais.
On était en, mon Dieu, 2000, c'était juste après le 11 septembre. Hein, voilà, ah oui, fin 2001. Voilà. Et la RTS cherchait un correspondant en Valais. J'ai postulé, j'ai fait des tests de voix, des tests d'écriture, etc. Et puis on m'a répondu que non. On n'allait pas m'embaucher comme correspondant en Valais, mais on allait m'embaucher, si j'étais d'accord, comme responsable du bureau vaudois de la RTS, donc basé à Lausanne. Alors c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais pourquoi pas ? Je me suis dit pourquoi pas. Quand t'as mis le pied dans la maison, après c'était un peu comme toujours mon parcours avant. Hein, c'est de se dire on met un pied dans la boutique, on attend de voir ce qui se passe, et puis s'il se passe quelque chose c'est bien, s'il se passe rien, on peut toujours envisager de faire un autre pas supplémentaire. Puis je suis entré, on appelait ça le premier correspondant. On disait pas le chef du bureau vaudois ou le responsable du bureau vaudois, on disait le premier correspondant. Alors là, on était une petite équipe, quatre journalistes avec lesquels on couvrait le canton de Vaud. Ok. Donc voilà, j'ai fait ça quelques mois avant qu'on me propulse comme chef adjoint de la rubrique suisse. C'était Patrick Nussbaum qui était le rédacteur en chef qui m'a proposé ça. Et puis je lui avais dit d'entrée que j'étais pas fait pour ça, parce que j'étais trop carré, trop caractériel, trop saut de gouille, trop écorché vif. Je savais que j'allais être chaque jour entre le marteau et l'enclume, et que je pouvais être assez facilement un adepte du pétage de plomb, et je pensais pas pouvoir résister. Et puis lui m'a dit écoute, si tu fais ça, et puis on verra bien, si ça joue pas, tu feras autre chose. Et puis j'ai tenu 17 mois, je crois, comme chef adjoint de la... Il me semble que mon prédécesseur avait tenu clairement beaucoup moins que ça. Ok, tu vois quand même. Oui, voilà. T'as poussé tes limites. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est un poste où vous ne pratiquez plus le journalisme, à part peut-être un flash ou l'autre de temps en temps comme ça pour dépanner, mais il n'y a plus de terrain, il n'y a plus rien. On gérait une équipe quand même de plusieurs dizaines de journalistes répartis dans 9 bureaux, un à Zurich, un au Tessin, puis les 7 autres en Suisse romande. C'est souvent entre du planning, quoi. Il faut demander aux journalistes de faire des sujets qu'ils n'ont pas envie de faire. Il faut proposer à la rédaction en chef des sujets que les journalistes proposent et dont la rédaction en chef ne veut pas. Donc on se fait engueuler de pied dessus, de pied dessous. Ouais. On est tout le temps au charbon, en train d'essayer de se justifier, d'arrondir les angles avec tout le monde. Et puis c'est compliqué. Puis quand on est un peu avec un tempérament méditerranéen emporté, comme le mien, parfois ça fait des étincelles, mais je l'ai fait tout en sachant que je pourrais pas le faire pendant 10 ans. Puis au bout de 17 mois, je suis passé à autre chose. D'abord à la rubrique économique pendant 7 ou 9 mois. Puis je suis devenu correspondant en Valais parce que la place était devenue libre. Finalement. Tu vois, c'était bien l'heure de rentrer. On s'accroche, hop. On fait des trucs pour lesquels on n'était pas prévu, puis on évolue et on apprend, parce que c'est un métier où j'ai quand même eu la chance d'apprendre tous les jours. C'est un jour nouveau où on apprend des choses, où on s'éclate à faire des choses. Alors, on rigole pas tout le temps, c'est pas toujours aussi drôle. Il y a des journées qui sont un peu plus pénibles que d'autres, ça arrive même souvent. C'est fatigant, c'est stressant, mais c'est toujours enrichissant, parce que c'est un métier où on est proche des gens, où on voit des gens. Moi j'ai toujours dit, on côtoie les riches, des pauvres, des intelligents et des cons, mais c'est sympa. C'est sympa quand même. Et alors, petite touche très sympathique, après cette période à la RTS, 2 ans avant la retraite, t'as été remercié. Voilà. Et tu t'es retrouvé au début. La roue a tourné. Voilà. Et tu es revenu à Radio Chablais. C'est assez surprenant parce qu'en fait j'ai fait 4 ans de correspondant en Valais, puis après on avait des clauses de rotation à la RTS. On pouvait rester que 4 ans dans ces postes-là, et ensuite on devait en accepter un autre ou proposer d'en prendre un autre. On est toujours à la RTS à ce moment-là, on était toujours obligé de repostuler, comme si on ne nous connaissait pas. Lettre de motivation, CV, même si on était déjà dans la boutique, il fallait toujours repostuler. Donc j'avais fait 4 ans, puis après ces 4 ans, je suis retourné à Lausanne 2 ans, de nouveau au bureau vaudois. Puis après,
un nouveau poste est redevenu libre à Sion et j'ai repostulé et on m'a remis à Sion. Et puis voilà, j'arrivais gentiment au bout de ma carrière. On m'avait dit que finalement on me laisserait jusqu'au bout, mais à 63 ans, on m'a prié de m'en aller pour des questions d'économie parce qu'on était une quinzaine à coûter, semble-t-il, trop cher. Et on nous a proposé une pseudo retraite anticipée, mais qui financièrement n'était pas tout à fait ce qui était envisageable. Et au moment où ça arrive, c'était au moment de mon anniversaire en plus que j'apprenais que j'allais prendre la porte de sortie. J'apprends que Radio Chablais cherche 2 journalistes confirmés. Il se trouve que j'habite dans le même immeuble que Radio Chablais. Donc j'ai appelé le directeur de Radio Chablais pour lui dire, écoute, il paraît que tu cherches 2 journalistes. J'avais 63 ans. Il paraît que tu cherches 2 journalistes. Lui m'a dit, il paraît que la RTS te fait des misères. Descends d'un étage, puisque son bureau était juste en dessous de notre appartement. Descends d'un étage, on discute. Et il m'a embauché comme journaliste à Radio Chablais en plein début de pandémie. Donc on faisait du télétravail. Ça te changeait pas grand-chose, oui, télétravail d'un étage à l'autre. Je télétravaillais depuis chez moi un peu et puis sinon on descendait à la rédaction pour présenter les nouvelles et pour faire des choses, mais c'était assez compliqué parce que finalement je devais passer d'une organisation qui est gigantesque, celle de la RTS, où vous avez des gens qui mettent les podcasts, vous ne faites rien de vous-même, tout ce qui est sur le net, c'est fait par l'équipe du net. Vous passez à Radio Chablais, vous faites tout vous-même, de A à Z, les brèves, c'est vous qui les mettez, les photos, c'est vous qui les faites, enfin vous refaites tout. Donc je continuais à apprendre à 63 ans, et puis je devais terminer à la fin 2021, puisqu'en 2022 j'avais l'âge de la retraite, puis on m'a demandé de continuer encore en 2022 à plein temps. Ça me plaisait, ça m'intéressait, c'était sympa aussi financièrement, ça m'aidait quand même aussi. Et puis en 2022, on m'a encore demandé de continuer un petit bout en 2023, ce qui continue à m'arranger, puis ça me plaisait toujours. Et puis à 66 ans et demi est venu l'âge de la retraite. Mais comme tu le dis Cindy, la boucle était bouclée parce que j'allais terminer ma carrière de journaliste de manière triste, par une sorte de licenciement. Parce que c'en était un quelque part. Oui. J'allais terminer ma carrière de manière un peu triste, en me disant, t'as fait tout ça, puis là, tu vas prendre J'ai passé quelques nuits, pas nombreuses, mais quelques nuits à me dire, c'est assez moche, quoi. Déjà, financièrement, c'était pas si simple que ça, parce que nous, mon épouse n'a pas eu d'activité rémunérée pendant toutes nos années de mariage, on est toujours ensemble au jour d'aujourd'hui. Et on fait partie de cette classe de la population qui n'a pas forcément pu économiser en faisant comme ça. Quand on est 2 à travailler, on peut faire des économies. Enfin, j'espère qu'on peut faire des économies, même si j'en suis pas intimement convaincu. Mais nous, on n'a pas pu le faire. Et là, on se retrouve avec... à 63 ans, on avait fait des calculs planifiés en se disant à la retraite, on aura tant, ça va aller, on va pouvoir le faire, etc. Sauf que là, on nous coupait pratiquement les ailes 2 ans avant la fin. Et donc, surtout, Radio Chablais m'a permis, j'en suis reconnaissant, de m'avoir donné cette opportunité de finir ma carrière dignement et puis peut-être d'avoir pu apprendre 2 ou 3 choses à cette jeune équipe de journalistes. Moi, j'espère qu'ils auront appris quelque chose. Ils ont eu un fichu caractériel qui a dû les emmerder, qui n'était pas forcément un camarade sympathique avec lequel ils buvaient beaucoup de café à la cafette, parce que moi, je suis plutôt du genre, je me mets dans le truc, le reportage, je le monte directement, comme ça je suis encore dedans, et puis voilà, je suis pas forcément le camarade le plus simple, mais avoir la manière à laquelle ils se sont associés à mon pot de départ, où tout le monde était là, où ils ont chanté une chanson qui avait été réécrite pour moi, avec tous les gentils mots qu'ils m'ont écrits. Je crois qu'ils m'ont pas tous détesté, bien au contraire. Non, et puis tu avais quand même une sacrée expérience derrière toi qui pouvait aussi leur servir pour leur carrière. Alors, franchement. J'espère avoir pu leur donner quelques conseils en termes d'écriture ou de manière de faire ou de manière d'être peut-être avec les gens. Surtout peut-être de comprendre que le journalisme, c'est... les gens n'ont pas besoin des journalistes, enfin oui, ils en ont peut-être besoin quand ils font une carrière politique et puis ils connaissent notre numéro de téléphone. Je vous rassure, ils m'ont tous oublié, donc ils ont tous oublié mon numéro de portable. Je reçois plus de coups de fil aujourd'hui depuis que j'ai disparu du circuit. Servir et disparaître, là, cette fois-ci on a vraiment disparu. Voilà, c'est ça, c'est comprendre que le journalisme, c'est les gens n'ont pas besoin de nous, mais nous on a besoin d'eux.
Donc on ne doit pas les forcer à faire des choses que nous on aimerait bien qu'ils fassent ou qu'ils nous disent. Et voilà. Après il y a toute une approche à avoir. Moi j'ai toujours mis beaucoup d'humour pour approcher les gens. Okay. J'ai l'impression que très souvent j'ai obtenu des confidences parce que les gens voulaient bien me parler, parce que j'étais poli, drôle et un petit peu impertinent, etc. avec eux, mais en laissant une place à l'humain, en disant voilà, on pourrait faire comme ça. Et j'ai connu peu de refus, de gens qui me disent non, je vous parlerai pas. Mais voilà. Et c'est ce que j'ai essayé peut-être de transmettre à la fin de ma carrière. 38 ans de journalisme pour finir quand même. Oui. La retraite à 66 ans et demi, avec un parcours qui a été, je pense, absolument incroyable. En tout cas pour moi, parce que j'osais pas en rêver au départ de ce parcours-là, quoi. Mais tu as dit en 2022, tu as partagé ton expérience à l'atelier radiophonique Roman, où tu avais dit que pour toi le journalisme c'est un métier de réseau. C'est un métier de réseau, ouais. Finalement, c'est ce que tu as fait. Toute ta carrière, ça a été ça, un réseau qui t'a amené à un autre réseau, etc. Et puis le réseau dans le travail aussi. Les gens, au départ, moi, je veux dire, j'ai obtenu des scoops, notamment, puisqu'on peut en parler, maintenant il y a prescription, puisqu'elle n'existe plus, sur la raffinerie de Colombey. J'ai obtenu des scoops de la part de quelqu'un que j'ai mis... pratiquement, je crois pouvoir dire, pratiquement 2 ans à essayer de convaincre. Voilà. Il me glissait des informations qui étaient absolument justes, précises. Simplement, je connaissais pas ce personnage qui utilisait un pseudo pour me contacter. Et qui me balançait des trucs qui étaient très au courant de choses, et notamment de pollution qui était envoyée dans le Rhône, etc., où on a sorti un nombre considérable de scoops, mais j'ai mis 2 ans. Parce que je lui disais, ok, vous me balancez ces trucs, moi, tant que je peux pas vérifier les infos, il me les montrait pas à vérifier. Mais j'ai mis longtemps à tisser un lien de confiance jusqu'au jour où il a commencé à m'envoyer les documents, et ces documents prouvent absolument tout, quoi. Et là, on a fait du bruit. Et il y a plusieurs grosses affaires comme ça que j'ai traitées comme journaliste. Là, c'était à la RTS, notamment. Mais il y en a eu aussi au Nouvelliste. Plusieurs grosses affaires comme ça, où on a obtenu des choses par des liens de confiance qu'on a mis longtemps à tisser. Oui. Hein. C'est un travail d'orfèvre. C'est un travail qui demande de la patience. On ne peut pas faire du tout de suite. Hein. À l'heure des réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on pourrait continuer à faire ce qu'on a fait comme ça. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, je veux dire, moi, sur la fin de ma carrière, pas à Radio Chablais, pas à Radio Chablais, ça, je tiens à le dire ici, mais à la RTS... il m'arrivait qu'on m'appelle au bureau de Sion pour me dire il y a un push du Nouvelliste, comment ça se fait que t'es pas encore sur le coup, que t'étais pas au courant de ce qui se passe en Valais, c'est nous qui devons te l'apprendre parce que on a lu, etc. Ben, oh les gars, attendez, voilà, vous me laissez, on va regarder ça, etc. Oui. Il aurait fallu le faire avant tout le monde. Or des scoops à la RTS à Sion, on en a sorti une grande quantité. Aussi, on s'est fait pas mal d'ennemis parce qu'on prenait le temps de le faire, mais à l'heure des réseaux sociaux et du tout de suite, sans plus rien vérifier. Moi, j'étais pas de cette génération-là. On va tout balancer, puis après, peu importe ce qui arrive, on peut détruire des vies en faisant n'importe quoi dans ce métier. Moi, je voulais pas détruire des vies. Hein. Donc, on devait vérifier, puis vérifier 50 000 fois les choses et être sûr. J'allais parfois à l'antenne en me disant, mais j'étais à 20 secondes attention, ça va être à toi. Puis je me disais, putain, est-ce que je suis sûr de ce chiffre? Si ce chiffre est faux, je suis mort, ma carrière s'arrête là, etc. Moi, j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur de faire faux. Puis finalement, non. J'ai jamais rien eu de tel, quoi. J'ai jamais eu de menace de procès ou de choses. Au contraire, juste de mort. Juste de mort. Ça, c'est pas grave. C'est la preuve que t'es un bon journaliste. Non, mais oui. Après, on pourrait dire aussi que si j'ai pas eu de procès, c'est que j'ai pas bien fait mon métier, mais non, je pense qu'on peut bien le faire sans aller jusqu'à ces extrémités-là. On a après, on a vécu des choses où parfois c'était chaud, et les gens nous laissaient quand même comprendre qu'il fallait qu'on fasse attention à ce qu'on écrive, mais j'ai jamais cédé à ce genre de pression-là. Jamais cédé à ce pression. Ouais. La peur de bien faire, mais jamais la peur des répercussions. Non, c'est ça.
Mais fallait quand même être sûr de ce qu'on faisait. Moi, je voulais toujours être sûr de ce que je faisais. J'avais peur de détruire quelque chose. J'avais pas peur pour ma carrière. Bon, ben, ma foi, voilà, si j'avais fait une bourde et puis que ma carrière s'arrêtait là, on n'aurait pu m'en prendre qu'à moi-même. J'avais pas peur de ça. Moi, j'avais peur de détruire des gens, détruire des vies en allant sortir des choses qui étaient fausses ou insuffisamment vérifiées. Ça, pour moi, c'était pas acceptable. J'avais pas cette conception-là du journalisme. Maintenant, est-ce qu'elle est datée, cette conception-là, j'en sais rien. J'y suis plus. Ouais, c'est ça. Je suis l'actualité, mais de loin. Ouf, alors de très très loin, on va dire. Mais j'ai donné. Hein, ouais. Mais t'as plus besoin, ça te manque pas forcément. Pas du tout, non. J'ai su tourner la page. Je savais qu'au moment où j'arriverai à la retraite, il y a plein de choses que j'avais envie de faire, que ce soit pour moi, un peu d'écriture, beaucoup de lecture. J'avais beaucoup de lecture en retard. Je lis énormément maintenant. Le sport, voilà, de marcher, de faire de la montagne l'été, de pouvoir me lever le matin sans me dire, parce que quand même, hein, dans ma vie avec la radio, j'en ai passé des nuits à me lever à 2h du matin pour être à Lausanne à 4h, pour préparer les flashs du week-end à la RTS, parce que quand on est correspondant régional, on est quand même appelé pratiquement une fois par mois à aller présenter les flashs du week-end à Lausanne. Et donc, voilà, ça implique aussi, puis de temps en temps, on fait des remplacements aussi, on nous demandait d'aller faire des remplacements. Donc, de se lever à 2h, à Radio Chablais, pendant toutes les premières années, quand même, quand j'étais stagiaire, j'en suis levé des fois à 3h, 4h du matin pour être prêt à 6h quand il faut présenter le premier flash. Puis voilà, puis j'ai continué à la fin de ma carrière. Hein, mais voilà, c'était moins difficile, hein, parce que je descendais du 3e étage au rez-de-chaussée pour oublier d'enlever les pantoufles et le pyjama pour aller présenter les nouvelles. Mais voilà. T'avais plus le bonnet de nuit, c'était bon. Non, voilà, le bonnet de nuit à pompons, il n'y avait plus, tu vois. C'était fini, terminé. Même si je suis peut-être de la génération où il y aurait pu en avoir encore. Mais bon, voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça ne me manque pas parce que je savais que je ferais plein de choses. Puis je m'aperçois aujourd'hui que j'ai plus une seconde. Je suis à la retraite, j'ai 68 ans. J'ai des occupations énormes tout le temps. Un peu de bénévolat par-ci par-là, des choses, les amis, les restaurants, quelques petits voyages, des week-ends par-ci par-là. Donc mes journées sont bien remplies. T'as de quoi t'occuper. J'ai de quoi m'occuper. Et répondre aux interviews de Cindy aussi, c'est un job qui est prenant. Est-ce que tu as le temps de manger des pancakes au milieu de tout ça ? Alors oui. J'ai un énorme problème parce que ma femme est une redoutable pâtissière. Mais ça me fait penser que, j'espère qu'elle nous entend, nous entendra. Les pancakes, c'est pas un truc qu'elle a fait souvent. Elle fait beaucoup de cookies, de trucs. Je dois lutter en permanence pour maintenir mon poids, un statut correct. Hein, mais elle fait beaucoup de choses. Mais les pancakes, j'adore. Mais moi, tu aimes bien les pancakes. J'adore tout ce qui est sucrerie, pâtisserie. Enfin, j'adore tout, quoi. Pour moi, manger, c'est un véritable plaisir. Alors, tes pancakes, oui, voilà, très volontiers. Oui, j'adore les pancakes. Et qu'est-ce que tu mets dessus ? Alors de tout. Moi j'aime les surprises. Il faut qu'il y ait un truc. Ma femme me dit souvent, écoute, c'est un nouveau truc que j'essaye, tu me diras ce que tu en penses. Alors moi je me laisse volontiers. Alors 99,99 fois sur 100, c'est pile poil le truc. Elle réussit toujours tout du premier coup. Ouais. Et donc voilà, j'aime de tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur du chocolat ? Oh oui. C'est moche. Du chocolat fondu, non, c'est bien. Ouais, c'est moche. Un pancake avec du chocolat. Non, c'est parfait. Puis 2-3 petites perles avec tu sais, bien sucré encore par-dessus ou bien. Oui, c'est indécent, bien. Non, c'est très bien. C'est moche, indécent. Tu sais, on peut faire ce qu'on veut là-dedans. C'est vrai. Ouais. Le dire, ça coûte rien. Ouais. Ok. Après. D'accord. Après, voilà. Non, mais. Faut aller marcher un peu plus pour. C'est ça, quoi. Après, tu comprends, je paye vite la note, hein. Les pancakes avec le chocolat dessus, puis ici derrière, je dois, enfin, je sais pas, voilà, des pancakes avec n'importe quoi. Ça peut être du salé aussi, hein. Oui, aussi, les pancakes, peut-être avec du saumon, une crème acidulée, un machin. Ça peut aussi, mais ça fait quand même plus envie au chocolat. Ouais, le chocolat. Oui. Ouais, tu sais, ou bien le sirop d'érable que mon ami Nicolas me ramène du Québec, ou mon ami Champérolin, Nicolas Bellon, me ramène, quand il vient, il me ramène souvent du sirop d'érable de la belle province où il est installé depuis 1995-1996, je crois. Et donc, du sirop d'érable, la chantilly, des trucs, enfin bref. Ouais, bien cochon. Non, léger. Oui. On dira ça. Mais la crème chantilly sans sucre dedans, alors. Ah, d'accord, ouais. Oui, alors quoique, avec un peu de sucre. Ton café.
On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Voilà. Super. Je te remercie beaucoup Mais de nous avoir accordé merci de tout ce temps-là. m'avoir laissé toute cette place. Je sais que je t'en ai pris beaucoup trop sur cette interview Non, parce que je suis c'était parfait. incorrigible bavard, mais c'est un peu ça la radio, quoi. Hein. C'est les podcasts, c'est un peu ça. C'est se laisser aller. Puis après, si les gens s'emmerdent à m'écouter, ils coupent. C'est autre chose. Ou bien. Exact. On s'en fout finalement. Nous, on a eu du plaisir à le faire. À fond. S'ils ont du plaisir à l'écouter, tant mieux. S'ils n'ont pas de plaisir à l'écouter, Tant pis. Est-ce que je peux dire que je m'en fiche s'ils Tu n'ont pas de peux. plaisir. Voilà. Tu peux dire C'est tout ce moi, que ça. tu veux. C'est les gens qui me connaissent vont dire on le reconnaît bien là, quoi. Ils s'en foutent. Voilà. Et merci Cindy. Merci à toi. C'était super ce moment. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.